Chapitre 2. Un trajet. Ludovic poursuit le rangement de ses affaires. Il est 8 heures. Heureusement, s'activer la veille à la préparation de ses affaires fut une bonne décision. Mais l'essentiel de son temps fut consacré à la préparation de son costume. L'occasion ce matin de refaire un check-up rapide et efficace. Tout semble aller. Il peut finir son thé non sucré. Le goût ne lui plaît pas du tout. Mais c'est plus tendance, paraît-il. Le café, c'est d'un autre temps. Devant le miroir de plain-pied, il ajuste son armure en polyester, un tantinet trop grande au niveau des épaules, mais qui le remarquera? La chemise, repassée de la veille, tombe bien. On ne verra pas qu'il manque un bouton en bas, et en 15 secondes, la cravate nouée en place autour de son cou. Avec un nœud déjà modelé de la veille, c'est rapide. Juste veiller à ce que son crucifix plaqué or pendant à sa chaîne ne s'en mêle pas dedans. Les chaussures sont à ses pieds, briquées de la veille au soir aussi. Pas confortable du tout, sans les semelles qu'il oublie toujours de racheter, mais lustrées comme il se doit. Un bref passage à la salle de bain, car au final, il n'y a pas grand-chose à faire. Sauf cet épi, derrière sur la tête, qui le hante tous les matins et qui semble avoir un problème personnel avec lui. Résistant à tout bombardement d'eau, à toute frappe chirurgicale de spray coiffant, à toute attaque massive de gel, fixation glu, béton armé. L'ennemi s'affaiblit, il plie, mais ne casse pas. Cela fera l'affaire, il est temps de sortir. Ludovic, missionné pour un objectif de haute importance, doit représenter sa banque, la Broman, lors d'un congrès, lequel rassemble tous les directeurs d'agences et autres pontes de l'enseigne où il travaille. En pleine confiance, il possède toutes les armes pour assurer sa tâche. Professionnalisme, veille concurrentielle, efficacité au quotidien, sens relationnel ne font pas tout devant d'autres financiers. Ce qui parle, ce sont les chiffres et les noms associés à ces portefeuilles. La banque s'occupe de particuliers, tout ce qu'il y a de standard. Des comptes courants, des livrets A pour les plus débrouillards d'entre nous, ainsi que les mythiques mais banales cartes bleues, qui n'ont de la couleur que le nom, sauf pour le plus bas de gamme, qui, elle, est bleu. Mais la banque Broman propose aussi la gestion de portefeuilles, disons-le, davantage fournis. Héritage, succession, loterie, réussite dans les affaires, de multiples raisons pour consulter Ludovic ou ses confrères, afin de faire fructifier des capitaux allant de plusieurs dizaines de milliers d'euros à plusieurs millions. Dans ce congrès, du monde attendu des 4 coins de la France. Des chiffres annoncés, des directions indiquées, des décisions prises. Ludovic doit être les yeux et les oreilles de son directeur, et lui dresser un point complet par la suite. Il ne parlera pas en public, mais l'on trouve toujours un buffet pas loin. Cela reste toujours une manière de se montrer, de jouer des coudes, vendre leur agence, leurs chiffres, leur croissance, montrer qu'ils ne sont pas des rigolos au sein de l'enseigne. À long terme, l'ambitieux Ludovic mise sur cette mission pour prouver à son directeur qu'il peut s'occuper de plus gros portefeuilles, poursuivre sa quête d'une clientèle toujours plus haut de gamme, son immersion dans les arcanes du système. Ce monde est trop petit pour lui. Son bureau aussi. Il veut gravir les échelons, réussir. Et pour cela, ne pas décevoir et marquer des points sont ses objectifs de carrière en l'instant. Bien équipé d'une petite mallette en tissu, contenant tablette et ordinateur portable, Ludovic sort du métro. Il n'a pas prévu de valise. Il compte effectuer l'aller-retour. Lorsque l'on voyage vite, les distances se raccourcissent. Et l'aventure n'est pas non plus sa tasse de thé. 8h46. Ludovic arrive à la gare de Lyon. Le tableau d'affichage annonce aux voyageurs « TGV, numéro 6607, Lyon-Perrache, voie D ». Les gens concernés se sont levés, s'amassant vers la voie D. Ludovic leur emboîte le pas. Un coup d'œil sur le panneau de composition des trains pour connaître son repère de voie, la lettre U. Ludovic longe le train où défilent les chiffres de voitures qui ne le concernent pas, ainsi que les repères de voie associés, pour atteindre le repère U. Et, comme tous les passagers de la voiture numéro 8, il s'engouffre dans le TGV.
Ludovic découvre petit à petit la destination finale de ce jeu de piste, aux coordonnées particulières, composées d'horaires, de numéros de train, de voitures, de repères, de places. Il n'a rien choisi. Le billet lui fut tendu par son directeur, et prenant position place numéro 54, en fond de salle côté couloir, il se juge au moins méritant d'une première classe, en haut, côté fenêtre. Mais qu'importe, il ne discute pas. Si le directeur l'a décidé ainsi, ses bonnes raisons sont les siennes. Ludovic poursuit son installation. Un homme s'asseyant en face de lui, sans doute un passager, l'interpelle. « Bonjour monsieur », lui lance-t-il. « Bonjour », répond le machinal Ludovic. « Comment vous appelez-vous ?»« Moi ? Ludovic. Pourquoi ? » ?»« Ok Ludovic. Je n'ai pas beaucoup de temps. Voudriez-vous me rendre un petit service ?»« Ouais, dites-moi. » répond Ludovic, appréhendant un discours de SDF dans le métro. Le mystérieux inconnu ouvre son sac à dos et en sort une boîte en bois. La chose est très simple, Ludovic. Voudriez-vous, s'il vous plaît, transmettre cette boîte à une fille du nom de Martin, qui habite Neuville-sur-Saône ? Avec moi, cette fille est la seule qui peut ouvrir cette boîte, et la seule qui en connaisse le contenu. Je veux la revoir absolument. Pouvez-vous lui donner ? Hein ? Quoi ? Vous voulez que je fasse quoi ? Que je donne cette boîte ? Oui. Vous n'avez rien à faire d'autre. Transmettez juste cette boîte à cette fille. Ouais, je la connais pas, cette fille, moi. Et y a quoi dedans ? Vous m'avez l'air débrouillard. Vous trouverez une solution. Tenez, pour vous aider, je vous ai gravé au dos et en bas le nom recherché ainsi que la ville. Vous ne l'oublierez pas. Et pour son contenu, je vous rassure, rien d'illicite, conclut-il d'un air amusé. Ludovic repère effectivement les mentions Martin et Neuville-sur-Saône, gravées de manière grossière, mais lisible, en bas au dos de la boîte en bois. Martin, l'un des noms les plus courants de France, rien que ça ? Ironise Ludovic. Je comprends pas. Pourquoi ne pas l'envoyer par la poste ? Ou appeler cette personne ? Vous n'avez pas Facebook ? Disons que vous entreprenez à présent une expérience vouée à l'échec. Si elle réussit, alors c'est que la magie aura fonctionné. La magie, vous êtes sérieux ? Le monde est régi par des choses beaucoup plus fortes que ça, vous croyez pas ? Il est au moins régi par le libre arbitre, vous permettant d'avoir cette vision qui n'est pas la mienne. Oh, c'est le pari que je fais, en tout cas, campe-t-il. Et si je refuse ? Le libre arbitre, Ludovic. Vous le pouvez à tout moment. Donnez cette boîte. Répétez les grandes lignes de ce que je vous ai dit et suivez votre chemin. À cet instant, la voix retentit dans les interphones du train. Il va partir. L'inconnu se lève et adresse un dernier mot. Ah, Ludovic, n'essayez pas d'ouvrir la boîte, vous n'y arriverez pas. Bon voyage. Sous le regard désabusé de Ludovic, l'inconnu sort in extremis du train et semble quitter la voie, hors de son champ de vision. Les portes refermées, le train commence à partir. À la vitesse d'un TGV prenant en douceur la route vers Lyon, Ludovic repasse au ralenti le film de la rencontre, cette discussion tenue avec cet homme. Assez ubuesque et mystérieux, à l'image de cette boîte inerte devant lui. Il la scrute sur tous les angles. La description précise de sa forme paraît fastidieuse, mais dans l'ensemble, c'est un pavé droit, un parallélépipède rectangle. Un bien joli bois, effectivement. Des motifs sur le dessus comme de petites arabesques, d'influence orientale a priori, mais il n'est pas spécialiste d'un tel dossier. Il la secoue de ses deux mains. Aucun bruit. Et à première vue, il est vrai qu'aucune ouverture n'est possible. Une vraie brique. Laissons cela de côté. De toute façon, arrivé à Lyon, on s'en débarrassera. Pendant sa réflexion, une personne a pris place en face de Ludovic, côté fenêtre. Au moins, il profite de l'espace pour ses jambes, qu'il peut étendre à sa guise côté couloir. Il aurait pu demander le changement, ainsi bénéficier du côté fenêtre et voyager dans le sens de la marche. Ludovic n'en fera rien. Il dispose de 2 heures. L'occasion de revoir ses présentations sur ordinateur, transférées sur sa tablette par la suite, beaucoup plus maniable, plus actuelle, plus branchée. Prévoir cela pour maintenant, ne pas subir de temps mort. Être dans l'action, toujours. Ludovic ne part pas en vacances, il travaille. Et cela risque d'être difficile avec le bébé au fond qui ne cesse de pleurer depuis 10 minutes. Le besoin avant tout d'un remontant. Ludovic remet sa mallette en tissu dans la case à rangement au-dessus de sa place, sa veste sur son siège.
Rien dans les poches. Tout va bien. Il regagne la voiture-bar, la numéro 4, boire son thé. Ludovic se faufile dans les couloirs des voitures, traversé de sa titubante démarche. Mais il parvient à un bon port pour commander son thé dans ce bar clairsemé venant d'ouvrir. Et c'est avec un immense regret qu'on lui annonce sa rupture totale. Problème d'approvisionnement, de contrat non renouvelé. En réalité, Ludovic se fiche pas mal des raisons invoquées, qu'il comprend tout à fait, mais qu'il croit à moitié. Obligé de se rabattre sur un modeste cappuccino bien décaféiné mais bien trop cher, il regagne sa voiture. L'enfant pleure toujours. On fera avec. Il descend sa mallette, sort son ordinateur, motivé à chercher la présentation nécessitant une révision. Le désordre et le chaos y règnent, mais il s'y retrouve normalement. Oui, normalement. Car là, impossible de dénicher le dossier contenant les présentations, textes et autres graphiques, alors que le bébé commence sérieusement à l'énerver, sous l'effet amer du café sans sucre. Continuant sa recherche, il se résout à la simple conclusion de ses vaines tentatives de trouver ses documents. S'il vient les mains dans les poches au congrès, il passera pour un con, c'est tout. Pas d'allocution en public, certes. Présenté comme le délégué de son agence demeure un fait, aussi. Mais la nécessité d'incarner le sérieux de son entreprise pèse sur lui. Il joue sa carrière, sa réputation, celle de son agence bancaire aussi, de son directeur. Soudain, un souvenir. Le dossier et les fichiers en question ne sont pas sur son ordinateur, ils sont sur une clé USB. Un petit tour dans sa mallette, à mesure que la situation devient stressante. Il parvient à mettre la main dessus. Mais une fois branché, il ne trouve rien. Aucun dossier ne correspond à sa recherche sur cette clé, ne contenant que des historiques de mails, des archives, des résultats de trimestres précédents, sous le hurlement strident d'un bébé. Bref, rien de bien utile en l'instant. Non. Ce n'est pas possible. Sa projection passée demeure précise. Il se revoit achever son travail, glisser les fichiers dans un dossier, demander à son ordinateur de retirer le périphérique en toute sécurité. Mais on parasite sa réflexion, c'en est trop. « Bon sang, faites taire ce putain de gosse !» lance-t-il généreusement. Nous y sommes. Il s'est attiré les foudres de toute la voiture, et au passage, du contrôleur qui vient juste de passer la porte. « Restez calme, monsieur. Vous vous croyez où ?» dit le contrôleur à Ludovic. « Sans déconner, ça fait une plombe qui chiale, ça commence à saouler. Je bosse, moi. »« C'est un train ici, c'est pas un bureau, connard !» rétorque la mère, sous les applaudissements de quelques voyageurs, à ce grossier personnage mal coiffé. « Bon, on se détend, ordonne le contrôleur. « Madame, allez faire un petit tour. Parfois, ça les calme. »« Monsieur, c'est ça le transport en commun. Dans tous les cas, il y a de la place ailleurs. Je suis disposé à vous replacer si vous voulez. » Le contrôleur semble calmer la situation, car personne ne changera de voiture, bien évidemment. Ludovic est catalogué, dans sa voiture, casse-pied du voyage. Le tout validé par le contrôleur. Tant pis pour eux. Il s'en fiche. Bien d'autres problèmes pour lui en l'instant. Reprenons. L'ordinateur ? Non. La tablette ? Encore moins, car cela devait être justement pendant ce voyage. La clé USB ? Non. Le disque dur. Et dans une illumination révélatrice quasi biblique, il se souvient. C'est le disque dur portatif, avec branchement effectivement en USB. Il a tout enregistré dans ce disque dur car sa clé n'avait plus de place. Ce disque contient le dossier avec toutes les présentations nécessaires, c'est-à-dire les chiffres d'affaires du dernier trimestre, la courbe de vente de tous les produits financiers, la progression des placements et divers chapelets de chiffres, et autres camemberts graphiques à déguster sur le pain quotidien de la réussite. Mais aussi un détail, qui va à coup sûr rallonger le trajet. Le disque dur l'attend sur son bureau, à la Broman, à Paris. Pas terrible ce check-up matinal. Le malaise de Ludovic le pousse à décrocher son téléphone, se décidant à joindre une collègue. Il aura l'air bête, mais cela en vaut la chandelle. « Ouais, Ludivine ? Allô ? Allô ? Tu m'entends ? Crie Ludovic sur un téléphone à 300 km/h. Ludo ? Oui, pas très bien. Dis-moi. C'est urgent. J'ai besoin d'un dossier sur mon disque dur. Tu peux me le transmettre par mail ? Hein ? Quoi ? J'ai besoin d'un truc, là ! Urgent ! Allô ? Oui, quoi ? Le dossier quoi ? Il est nommé Congrès 2012. Dossier quoi ? Congrouse ?
Non, insiste Ludovic, dépité. Congrès 2012. Zippe-le et envoie-le par mail. Ludovic parle fort, hurlant au téléphone ses demandes à sa collègue, attirant une fois de plus l'attention sur sa personne qui demandait pourtant le calme tout à l'heure. Un homme d'âge mûr remarque cette incohérence manifeste et demande des précisions. « Eh oh, tu te fous pas de la gueule du monde, toi !»« C'est quoi son problème à lui aussi ?» rétorque Ludovic, ne sachant plus à qui parler. « Allô ? Ouais, zippe-le et envoie-le par mail !» Tu gueules pour un mioche, Haddock, et t'es pas foutu de faire de pas pour téléphoner à Tournesol juste derrière la porte, hein? Mais t'es incroyable. Ça va, la ferme. J'ai pas le temps, je bosse, moi. Conclut fermement Ludovic, trop pressé pour se laisser aller une joute verbale du bas peuple. Dans sa tête, un rendez-vous avec son avenir est rien de moins qu'un amphithéâtre de 3000 personnes. Le message passé à cette charitable Ludivine, il s'agit maintenant de connecter son téléphone portable au réseau 3G et surveiller sa boîte mail. Mais les chuchotements des passagers ici et là sont insupportables. On parle de lui. Ludovic sent les regards assassins de ces personnes sans ambition, se complaisant dans leur médiocrité. Il ne désire pas s'abaisser à cela, préférant se rendre aux toilettes, l'occasion d'asseoir son aura le long du couloir séparant sa place des commodités. De retour, il se doit d'être serein et à son aise. Par exemple, au final, cette place est absolument inconfortable. Celle qui est en face paraît bien meilleure. La personne, par un incroyable miracle, continue de dormir. Bougeons ses jambes, forçons le destin. Pardon, je suis désolé. Pas grave, répond l'homme à présent réveillé. Mais je me permets de vous demander, je ne me sens pas très bien. Serait-il possible d'échanger nos places pour être côté vitre et dans le sens de la marche ? L'homme accepte, ne serait-ce que pour continuer à dormir tranquille. Voilà donc Ludovic à la fenêtre, dans le sens de la marche, mais surtout dos à toute la voiture. Un point d'étape s'impose. Le train arrivera à 11h. Le temps de manger un bout quelque part, de prendre le bus à Lyon-Pardieu pour la Cité internationale. Le congrès commence à 13h. Le contenu des éléments de l'ordinateur portable et de sa clé USB paraît exploitable. En attendant le mail de Ludivine, Ludovic s'active à être productif. Pas le temps d'attirer une nouvelle fois l'attention, ni même de demander au jeune garçon, accompagné de sa mère vraisemblablement, de baisser un peu le son de leur téléphone, diffusant des comptines pour enfants. Les autres passagers n'ont qu'à s'en occuper, eux. Il connaît avec précision ses besoins en matière de conception de tableaux, graphiques et autres présentations. Avec les divers éléments de la clé et de son ordinateur, il pourra compiler ces données ici, avec le modèle de données enregistré là, afin de parvenir à toucher le domaine du présentable. Il se basera sur les chiffres de l'année dernière, ceux des trimestres précédents, par rapport aux archives de mail qu'il avait aidé auparavant à constituer d'autres tableaux. Il peut ainsi établir des interpolations, des prévisions avec prise en compte d'un écart type, plus ou moins grand. Saupoudré d'un grand sens commercial, de tchatch en d'autres termes, cela devrait passer. Si toutefois Ludivine n'a rien envoyé entre-temps. Un étirement en bonne et due forme sur son siège et un bâillement digne d'un coup de barre soudain, puis il vérifie ses mails. Rien. Après plus d'1h30 de stress, Ludovic a enfin du viable, du consistant à montrer. Son entreprise est chanceuse. Il est compétent, parfait connaisseur de son boulot. Il peut souffler, se tranquilliser, se laisser porter par ce monstrueux coup de barre. Certainement, il peut se le permettre. Pendant les 30 minutes de trajet restants, il a bien bossé. Les comptines de son jeune voisin sont décidément bien fortes. C'est d'un irrespect. Ludovic sursaute. 11h10 à l'horloge de son téléphone dont le réveil sonne. Un monsieur qui s'assoit en face de lui vient de le secouer par mégarde au même moment. Le train est immobile, en gare de Lyon-Pardieu. Il s'est endormi, avachi dans son siège. Invisible pour tout le monde dans cette voiture numéro 8, à une seule sortie, celle qui est à l'autre bout, derrière son dos. Pas de temps à perdre, il rassemble vite toutes ses affaires, comme elles viennent, et quitte ce train tout de suite pour trouver les bus. Louant un court instant sa chance de s'être réveillé à temps. Le train part juste pour Lyon-Perrache. Le souvenir d'avoir mis son réveil lui échappe. Mais en l'instant, ce n'est pas l'urgence.
Il constate les appels en absence de son agence sur son téléphone portable. Le numéro affiche celui de son directeur. Des mails aussi, Ludivine a dû trouver le dossier malgré la catastrophique conversation. Sorti de la gare, Ludovic décide de rappeler. Des précisions pour le congrès? Des nouvelles à donner? Ou c'est Ludivine qui a cafeté? Possible aussi. Allô, bonjour, monsieur le directeur. C'est Ludovic. Vous avez essayé de me joindre? Non, c'est Paul. T'es arrivé là? Demande le directeur adjoint de l'agence bancaire. Ah, c'est toi? Oui, arrivé. C'est bien Cité Internationale à 13h, c'est ça? Je me dirige vers les bus, là. Non. Ludovic arrête sa course survoltée, justement au niveau des arrêts du bus. Quoi, non? Faut me dire, je fais quoi du coup? T'en prends aucun. Va t'asseoir d'abord, il faut qu'on parle. Oui? Je comprends pas, dit-il en s'exécutant. Je vais t'expliquer, reprend Paul. Il y a 2 semaines, juste avant de partir en vacances, tu as reçu Madame Lombard, qui voulait placer ses fonds chez nous. Mais non seulement son dossier papier était pas complet, mais on n'est jamais arrivé à le retrouver sur ton ordinateur, bordélique que tu es. On avait déjà soulevé ce point une bonne centaine de fois, non? Ça a considérablement retardé la mise en route de tous ces produits. S'ajoutent à cela les placements inadmissibles que tu lui as proposés et qui se sont cassés la gueule juste après. Heureusement, on a rattrapé le coup, notamment grâce à Ludivine, qui t'a encore une fois sauvé la mise malgré la façon dont tu lui parles. Madame Lombard est une amie proche du directeur. Il pouvait pas laisser passer ça. Ludovic tente tout de même une défense. Pourquoi m'avoir donné le dossier alors? Je savais pas qui elle était, moi. Ça sent le piège, tout ça. Fallait m'en parler au retour de mes congés, j'aurais rectifié le tir. Pourquoi Ludivine tout de suite? Une idée du directeur, pour voir ce que tu valais dans les gros chiffres, dans les situations à risque, hors de ta zone de confort. Ose dire que c'était une mauvaise idée, et tu me diras ensuite ce que tu fais à Lyon dans ce cas? Pour le reste, on pouvait pas attendre 2 semaines. Il fallait réagir. Ludovic, hébété devant ces révélations, essaie de reprendre l'avantage. Bon, je vais me rattraper. Pour le congrès, c'est bien 13h. Cité internationale, c'est ça? Du tout. C'est annulé? Il n'y a rien, Ludovic. Aucun congrès, aucun rendez-vous Cité internationale. Aucune mission. Rien du tout. Elle passait justement aujourd'hui, la Lombard. Le directeur voulait pas t'avoir dans les pattes, c'est tout. Quoi? Mais qu'est-ce que je fous maintenant? Je connais même pas la ville. Tente la cathédrale de Fourvière ou Saint-Jean? Tu seras pas dépaysé, dit-il sarcastiquement à l'hypocrite adepte du pari de Pascal. Profite, visite, c'est sa ville natale à la Lombard. Et cela te fera un sujet de conversation quand tu devras excuser ton incompétence. Tu as encore beaucoup de chemin à faire, Ludovic. Le billet de retour est à ta charge, évidemment. Ne sois pas pressé, mais sache que la prochaine fois, il n'y aura aucun billet de retour. Préférant la soumission à la discussion, par calcul professionnel, dira-t-il, mais par peur, c'est certain, Ludovic garde le silence et termine la conversation. Accroché à lui depuis le début de son parcours, les ficelles hiérarchiques de Ludovic, le rendant au final muet face à sa propre myopie professionnelle, l'ont conduit à présent à rester seul au milieu des bus de Lyon, condamné à errer, il ne sait où ni combien de temps, dans une ville inconnue, avec toujours son épi sur la tête. Il réfléchit à cette situation qui le dépasse. De plus, les billets sont chers, surtout à la charge de l'économe Ludovic, déglutissant encore le cappuccino trop cher. Il faut retourner à la gare et voir quand partir. Peut-être même rester une nuit, sachant qu'il n'a pas de change. Assis à la station du bus qu'il devait prendre pour la Cité internationale, Ludovic en aperçoit un autre, partant en direction de Neuville-sur-Saône. Ce nom lui parle. C'est bien cette ville que l'inconnu assis en face de lui à Paris lui a désigné. C'est gravé sur l'étrange boîte en bois remis de ses mains, accompagné de cette histoire incroyable. Il l'avait posée sur la table dans le train, mais ensuite... Ludovic réfléchit. Sa main tapisse les moindres recoins de ce chaos qu'il nomme mallette. Pas de boîte en bois non plus. Une certitude, à son départ du train, il n'avait rien oublié. Comme prévu, arrivé à Lyon, Ludovic s'est débarrassé de ce compagnon de route sans aucun intérêt. À moins que ce soit l'inverse.